L'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité, elle a aussi bercé le Christ. L'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité, elle a aussi fait naître l'écriture. L'Afrique n'est pas que guerre et misère, elle a aussi terre de richesse et de bonheur. Mais l'humanité a la mémoire courte et le rôle du griot est de la prolonger. C'est pourquoi sur ce texte, je ne ferai pas du slam poésie. C'est ce qui est et a été que je veux rappeler à votre souvenir. Le premier explorateur s'appelle Aboubakari II, arrivé 200 ans en Amérique avant Christophe et sa suite. Ceux qui ont montré les mathématiques à Pythagore et Thalès sont un petit-fils de ceux qui ont construit la pyramide de Khéops. La richesse de Elon Musk ne vaut pas le tiers de celle de Kankou Moussa. La première charte des droits de l'homme a été éditée à Korokan Fouka. L'écrivain le plus prolifique s'appelle Sering Touba. Il a écrit plus de 7 tonnes. Ben, tu peux vérifier tout ça. Tu verras que l'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité. Elle a aussi bercé des merveilles. L'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité, elle a aussi fait naître l'écriture. L'Afrique n'est pas que guerre et misère, elle a aussi terre de richesse et de bonheur. Mais l'humanité a la mémoire courte et le rôle du griot est de la prolonger. Le plus grand stratège guerrier s'appelle Chaka et il est Zoulou. Si l'Éthiopie n'a pas été colonisée, c'est parce qu'à Adoua, la péninsule a été bastonnée par Ménélik II. Les Almoravides ont régné sur l'Espagne pendant plusieurs décennies. Les tirailleurs ont aidé la France à gagner la guerre et leurs petits-fils les ont aidés à remporter le mondial. Le noir qui a aidé le Christ à porter son fardeau vient de la Libye, tout comme le roi de la pop vient du Krenjabo. Tu peux vérifier tout ça, tu verras que ce n'est pas de la Libye, car l'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité, elle a aussi bercé des merveilles. L'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité, elle a aussi fait naître l'écriture. L'Afrique n'est pas que guerre et misère, elle a aussi terre de richesse et de bonheur. Mais l'humanité a la mémoire courte et le rôle du griot est de la prolonger. La superficie de l'Afrique fait 3 fois celle de l'Europe. Mais s'ils sont si ingénieux que nous, c'est peut-être parce qu'ils ont dans leur musée nos génies. Sinon, à Yamoussoukro se trouve la plus grande basilique du monde. En Éthiopie se trouve la première civilisation du monde. En Égypte se trouve la première merveille du monde. Au Bénin se trouvent les plus grands génies du monde. Et en Côte d'Ivoire se trouvent les plus grands slameurs du monde, n'est-ce pas? Vous voyez, l'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité. Elle a aussi bercé des merveilles. L'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité. Elle a aussi fait naître l'écriture. L'Afrique n'est pas que guerre et misère, elle a aussi terre de richesse et de bonheur. Mais l'humanité a la mémoire courte et le rôle du griot que je suis est de la prolonger. Je suis Curtis, le griot des temps eschatologiques, celui qui revendique juste le droit de dire les non-dits et non de dire non, son seul nom, le griot qui dit, oh, qui crie, oh, ce que vous dites bas, ce que vous ne dites pas, ce que vous dites peut-être, mais bas, ce que vous ne dites même pas. Merci. L'occasion maintenant de passer aux adresses et allocutions, il y en aura juste 2. Celle de Monsieur le Président de l'ACEDI, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Charles Peumont. Il sera suivi par l'adresse de Madame la Présidente de l'ASI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Ils interviendront donc l'un après l'autre pour notre plus grande instruction. Mesdames et messieurs, veuillez ovationner maintenant Monsieur Charles Peumont pour son mot, s'il vous plaît. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, présidente du SILA, Monsieur le représentant de la délégation du Liban, pays à l'honneur du 16e SILA et toute la délégation qui vous accompagne, Monsieur le représentant du maire de Bouaké, ville haute, du SILA 16 et toute la délégation du Béké, région haute, Excellence Monsieur Maurice Kwaku Bandaman, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France et auteur à l'honneur du SILA 16, Monsieur Ange Félix Ndapri, commissaire général du SILA, chers acteurs de l'écosystème du livre en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, honorables personnalités, en vos titres et qualités, tous protocoles observés. Excellences, mesdames et messieurs, ma joie est totale et l'honneur mien est à son paroxysme de m'adresser à vous en ce matin heureux du mardi 28 avril 2026 à l'occasion de la proclamation des prix littéraires du SILA 16. À ma qualité de président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire ACEDI, ici au parc d'exposition d'Abidjan, ces prix littéraires consacrent
En effet, l'excellence littéraire dans ce beau pays que j'appelle le pays de Bernard Dadier. Aussi voudrais-je d'ores et déjà féliciter les heureux gagnants de cette année, gagnants dont la liste vous sera communiquée dans un instant. Assez est heureuse de vous compter au nombre de ces privilégiés de ce jour pour entendre les noms des figures marquantes et montantes de la littérature ivoirienne. Excellences, mesdames et messieurs, honorables personnalités, je ne serai pas 10 heures ce matin, car les héros du jour, ce sont les lauréats des prix littéraires liés au SILA. À ces héros se joignent les différents membres de jury dont la perspicacité et le dévouement ont porté ces doux fruits de la consécration de talent dont le souffle vient enrichir la puissance créatrice de la plume ivoirienne. Doux fruits que nous allons de ce pas savourer. Voilà pourquoi ici et maintenant, je tais mon propos pour que se dévoilent nos vaillants héros des lettres ivoiriennes. Merci de votre aimable attention. Ovation à M. Charles Peumont, président de l'ACEDI. Merci, Président, pour la concision. Elle est tout à fait appréciée en ce moment-ci. Et juste après les éditeurs, le mot de la présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui sera tout aussi concis, j'en suis sûr. Veuillez ovationner Dr Hélène Lobé, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amoureux du livre, tout protocole déjà cité et respecté. Mon cœur d'écrivaine et de présidente est débordant de joie et aussi de fierté à l'idée de cette 16e édition qui va nous permettre de vivre des moments époustouflants. Ma reconnaissance s'adresse particulièrement à l'honorable Ange Félix Ndapri, commissaire général du SILA, et également aux membres de sa prestigieuse équipe. Je citerai Valentin Zawi, Dominique Mobio, Marcel Billet, Dr Agrobli et j'en passe. Merci de garder toujours allumée et de raviver à chaque édition la flamme qui nous maintient, le livre ouvert pour que toute lecture fasse. Cette année, le SILA nous invite à la construction. Lire pour bâtir, cultiver le goût de la lecture. C'est à ce prix que nous pouvons bâtir. Cette invitation concerne toutes les tranches d'âge, enfants, jeunes, vieux, vieilles, qu'ils soient hommes ou femmes. Ce thème est surtout une exhortation à rendre accessible le livre, la lecture, à tous les niveaux et partout. Et cette année, le Liban, pays frère, se joint à nous pour célébrer le livre afin que tout endroit soit éclairé par la lecture. Allumez donc vos livres. Dixit Boris, Anselme Takwe et Eti Maker. Mes vives félicitations vont au nouveau lauréat du prix Dadier. Vous bâtissez le futur en produisant des œuvres de qualité. Bernard Dadier est toujours vivant. Que chaque lecture participe à bâtir notre belle Côte d'Ivoire. Vive le SILA 2026, édition 16. Je vous remercie. Nous en arrivons, mesdames et messieurs, à la proclamation des premiers prix. Ils seront au nombre de 3. Je vous livre donc le protocole. Pour chaque prix, nous allons appeler à ce lutrin le président ou la présidente du jury qui va donc appeler les différents candidats et proclamer donc le prix immédiatement, juste après. C'est ça, immédiatement. Ou juste après, c'est ça. Et donc, le président du jury viendra sur ce lutrin. Il appellera les candidats qui viendront le rejoindre. Le vainqueur sera proclamé et le remettant du prix sera ensuite désigné. Et les personnes recevront donc les différentes récompenses composées, voilà, telles qu'elles apparaîtront tout à l'heure. Sur cette première vague, mesdames et messieurs, nous remettrons simultanément le prix national du meilleur club de lecture, le prix national de l'édition, le prix national Jeanne de Cavary de la littérature enfantine. J'appelle donc ici et maintenant pour la remise du prix national
du prix du meilleur club de lecture, Madame Marie-Christelle G, présidente du jury. Veuillez le mentionner s'il vous plaît. Madame Marie-Christelle G est présidente de 2 jurys. Ce sont donc le jury du prix national du meilleur club de lecture et le jury du prix national de l'édition. Monsieur le commissaire général du SILA, monsieur le directeur de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous voulons, avant de donner la proclamation des résultats, déjà, nous, le jury, remercier Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie pour la confiance qu'elle a bien voulu nous renouveler. Alors, il faut dire qu'après plusieurs semaines de travail intense se sont succédés et ont abouti à cet instant solennel, la déclaration du meilleur club de lecture du SILA 2026. Tout au long de ce parcours, nous avons été témoins de l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs brillants, engagés et profondément déterminés, œuvrant avec ardeur pour une Côte d'Ivoire toujours plus rayonnante. Nous, membres du jury, tenons à saluer l'innovation, la créativité ainsi que la richesse des expériences que chacun de vous a su partager à travers ces initiatives. Chaque projet présenté a porté en lui une vision, une ambition et une contribution significative à la promotion de la lecture. Cependant, conformément aux exigences et à cette compétition, un seul club de lecture doit être désigné vainqueur. Une pertinence thématique élevée à travers des œuvres en parfaite résonance avec des enjeux contemporains tels que le leadership féminin, l'éducation et la place de la femme dans la société. Une qualité d'échange remarquable, caractérisée par la profondeur des analyses critiques et la capacité des membres à établir des liens pertinents entre les œuvres étudiées et les réalités sociales. Un impact socio-culturel significatif, notamment dans la sensibilisation de la formation d'une génération de femmes conscientes, engagées et capables d'influencer positivement leur environnement et surtout des retombées qu'on aura sur l'éducation de leurs enfants. Ce club se positionne ainsi comme un véritable cadre de transformation sociale par la lecture. En raison de la qualité exceptionnelle de ses actions et de son impact tangible et de sa contribution remarquable à la promotion de la lecture et du livre, le jury a proclamé vainqueur à cette édition 2026 le club de lecture Les femmes qui lisent. Bonjour messieurs, dames. Avec ce prix qui cible l'enfance et la jeunesse, nous sommes aux fondations du lectorat. Apprécier la lecture en étant enfant a de fortes probabilités de donner un adulte lecteur. Mais être un lecteur enfant ne veut pas dire moins d'exigence, au contraire. Les enfants méritent une littérature de qualité, accessible par le texte et les illustrations. Et c'est ce que nous souhaitons saluer en attribuant ce prix. Sur un ensemble de 16 œuvres mises en compétition pour le prix Jeanne de Cavalli, il est à noter que le tri a été rendu difficile du fait de la qualité et de la diversité des ouvrages. Par rapport à l'an dernier, des améliorations notables ont été relevées, aussi bien au niveau du contenu proposé que de la qualité de l'impression. C'est donc à l'issue d'échanges intenses et âpres que 3 œuvres ont, dans un premier temps, retenu notre attention. Le bienfait n'est jamais perdu, de Mawa Bakayoko aux éditions du Barreau. Le rêve d'Elikia de Fatou Diomandé aux éditions Calbas et Trésor perdu dans la ville de Assamala à moi chez Eburni. Ces 3 œuvres présélectionnées explorent des thèmes variés, à savoir la tolérance, le courage, l'humilité, la persévérance, l'amour filial, les relations animales-humains. Et nous avons trouvé cela particulièrement riche. Toutefois, le jury voudrait émettre quelques remarques et suggestions. Au niveau des illustrations,
La priorité est de ne pas oublier qu'il est question d'un public d'enfants et l'illustration est une des caractéristiques principales du livre pour enfants. Elle doit trouver sa juste place dans chaque ouvrage. Pourtant, parfois, les illustrations noient le texte ou le pourchassent sur une autre page. Il faut permettre au texte de respirer. Certains font le choix de faire transparaître le texte par-dessus les illustrations sans en atténuer les couleurs. Nous avons également remarqué l'usage de l'intelligence artificielle pour illustrer certains ouvrages. Certes, les nouvelles technologies ne sont pas à rejeter, mais il est dommageable qu'elles effacent la participation des graphistes et illustrateurs de métier. Ils sont formés et donc qualifiés pour apporter leur touche personnelle et artistique au livre. Cela sensibilise les jeunes lecteurs à l'art et éveille leur sens de l'observation. Les illustrateurs contribuent à l'essor de la chaîne de l'édition. Ce métier doit retrouver ses lettres de noblesse dans la littérature enfantine ivoirienne. Le réalisme des textes par rapport à notre contexte ivoirien pose aussi parfois question. Des ouvrages laissent entrevoir des habitudes non ancrées dans notre culture, ce qui fait perdre leur authenticité au texte. Il est difficile pour le jeune lecteur de se retrouver dans ce type d'ouvrage. Au niveau de la compréhension également, certains textes posent une frontière floue entre le narrateur et le héros, avec un usage entremêlé du « je » pour le narrateur et du « il » en parlant du héros, ce qui déstabilise la lecture. Le style de narration et la constance du pronom personnel sont importants pour la compréhension du texte. Au niveau de la précision de l'âge du public, même si nul n'ignore que la règle d'or en la matière est que le niveau de lecture et l'intérêt de l'enfant priment sur l'âge réel, car chaque enfant évolue à son propre rythme, le jury suggère toutefois la mention de la tranche d'âge concernée sur les ouvrages. Par exemple, 0-18 mois, éveil. 18 mois, 3 ans, premières histoires. 3-5 ans maternelle, 6-8 ans première lecture, 8-12 ans lecteur confirmé, 12-15 ans pré-ado et 15 ans et plus jeunes adultes. Mais nous tenons à vous rassurer, les ouvrages soumis dans l'ensemble étaient de belle facture. Ainsi donc, à l'issue de séances délibératives, le jury déclare l'ouvrage « Trésor perdu dans la ville » de Assamala Amoa, paru aux éditions Eburny, lauréat du prix Jeanne de Cavalli pour la littérature enfantine, édition 2026. Dans le bain du SILA 2026. Moment solennel. Mademoiselle, vous pouvez venir ici pour qu'on vous voit. Oui. Président de l'école doctorale, entendez Société, Communication, Arts, Lettres et Langues depuis 2020. Il vient donc ce matin nous édifier sur le thème « Lire pour bâtir la littérature pour explorer la totalité de l'être ». Mesdames et messieurs, avec tout l'intérêt qu'ici à l'instant, nous vous demandons d'ovationner professeur Jean-Marie Kouakou, s'il vous plaît. Grand merci d'abord, cher Christian. Bonjour, je dirais bonjour à tous et à toutes sans vraiment respectant le protocole. Je me réjouis vraiment de voir dans cette salle qu'il y a beaucoup de jeunes, des enfants, je devrais dire, des adolescents aussi parfois. Cette conférence s'adressera particulièrement à eux. C'est vraiment à eux que je m'adresse, parce que les personnes adultes qui sont dans la salle sont des personnes déjà constituées. Du point de vue de ce que je voulais dire aujourd'hui, ces personnes sont accomplies. Il n'y a pas de perfection, on n'est jamais accompli. Il restera toujours l'œuvre à parfaire, mais les jeunes qui sont derrière sont vraiment à parfaire. Et c'est vraiment à eux que je m'adresserai, tout en me réjouissant particulièrement de voir des amis très chers dans cette salle, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la littérature, mais qui a beaucoup produit, qui a son 15e livre aujourd'hui. Mon ami Abo Fodjo, je ne sais plus où il est, mais il était là tout à l'heure, magistrat, qui a beaucoup écrit et vraiment je suis réjoui qu'il soit là. Je me réjouis également de voir tous ces visages. Voilà, il est là, bien sûr. Voilà.
Et je me réjouis de voir tous ces visages de personnes intéressées par la littérature, que ce soit les éditeurs, la présidente de l'association des écrivains ou de la fondation de Amadou Ampateba ou de le doyen en chaire de la faculté de l'UFR des lettres et sciences humaines qui s'occupe en particulier de littérature. C'est un vrai critique littéraire. En ce moment, je me réjouis de connaître ce grand monsieur et je le salue particulièrement. Il y a aussi tous nos collègues qui sont là, je vois Blédé, et puis bien sûr, notre grande sommité, le professeur Jean-Noël Loukou, qui s'occupe de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Je n'oublie personne, hein. Mon cœur est sur tout le monde et je vous salue tous. Je ne dirais pas en vos rangs et grades et qualités, je dirais simplement en vos cœurs et amitiés, simplement, ça suffira. Alors, j'ai mis en exergue, j'ai choisi un exergue pour mettre au-dessus de ma page d'ouverture. Je lis donc cet exergue-là, qui dit, je le cite, « Craignons l'avènement d'un monde où le livre viendrait à manquer ». C'est une phrase de Jean-Marie Gustave Leclésio. Et je commencerai mon propos lui-même par un deuxième exergue que j'ai inséré à mon corps de texte, donc qui n'est plus vraiment un exergue, puisqu'il est déjà dans le corps de texte, mais qui a quand même valeur d'exergue, parce qu'il est quand même au début du livre de mon discours en fait. Mais pour moi, il est important de le citer parce que je le trouve très pertinent dans la perspective que j'ai décidé de suivre ici. Je l'emprunte en fait à Su Yung, je ne sais pas si je prononce bien, c'est un Chinois de l'université de Nankin, professeur à l'université de Nankin, qui recevait justement Leclésio pour une série de conférences sur la littérature. Et Su Yung dit donc, je lis, « Avec la brûlure de l'été, le ciel d'un bleu intense, il y avait un bonheur qui emplissait tout le corps, d'accord, qui emplissait tout le corps, qui faisait peur, presque. Elle aimait surtout la grande pente herbeuse qui montait vers le ciel, au-dessus du village. Ce que je viens de lire, c'est Su Yung qui parle, hein, c'est pas moi. Ce que je viens de lire est un extrait d'Étoile errante de Leclésio. Le roman a été traduit en chinois par Swan Siaroyi, une traduction que Mo Yan, prix Nobel de littérature 2012, a qualifiée de pertinente en raison de son expressivité, qui nous fait ressentir le rythme vital de l'original. En effet, l'écriture de Leclésio est placide, avec des touches implicites, éthérées, sereines et poétiques. La rencontre d'une telle écriture crée une affinité particulière entre les lecteurs chinois et Leclésio et touche la partie la plus tendre du cœur. Fin de citation. Je vais donc, à partir de ça, parler donc de ce qu'on peut attendre du lecteur. Mais auparavant, il y a des vérités qu'on doit énoncer. La première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas d'auteur sans lecteur. Effectivement, si personne ne lit, s'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas d'auteur. On ne sait pas qu'il existe puisqu'on ne lit pas. De la même manière, il n'y a pas d'écriture sans lecture et vice-versa. Il n'y a pas non plus de lecture sans écriture, tout comme il n'y a pas non plus de lecteur sans auteur. Ce sont des vérités d'évidence, des truismes comme on dit. À quoi servirait-il d'écrire en effet si au bout de ce tracé-là n'existait pas ce lecteur destinataire qui est le pendant nécessaire à ce tracé, toujours adressé à un autrui virtuellement lecteur. Il est absent au moment de l'écriture où l'écrit se met en graphe, mais il sera appelé à être présent au moment de déchiffrer ce graphe. Je disais donc, il n'y a pas de lecture non plus
possible sans la trace écrite préalable. Tout cela se construit, fait qu'il y a une interdépendance qui implique un échange, une conversation différée, c'est vrai, mais c'est une conversation quand même, allant de l'écriture, de l'écrire vers le lire, que quelque chose qui lit l'écriture et lecture, et qui construit donc un tracé, un parcours de l'écriture vers la lecture. Il y a donc deux entités qui sont pertinentes parce qu'elles sont distinctes, mais elles sont indissociables. Il s'agit d'un diptyque, vous savez, les tableaux à deux volets, qui est très bien déterminé et dont les deux parties, quoique distinctes, sont complémentaires. Elles entretiennent un lien de complémentarité incontestable. C'est un rapport nécessaire. L'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. L'autre n'allant pas non plus, ni n'étant pas non plus sans l'un non plus. Tout cela nous donne quoi? D'un côté, il y a le livre, l'œuvre d'art, l'objet matériel réalisé. Et de l'autre, il y a le lecteur, l'instance littéraire dont l'activité de lecture reste immatérielle. J'ajoute à cela, quand je me mets du côté du livre, bien sûr, j'ajoute à cela tout ce qu'on appelle l'art. Parce que l'art aussi est un lieu d'exploration de l'être. Parce qu'effectivement, si on ouvre suffisamment la perspective, on admet forcément que l'art, dans toutes ses composantes, fait partie de ce que nous attendons de notre objet, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique, de la peinture, de la sculpture, etc. À chaque fois, en effet, c'est une œuvre qui est à lire ou à voir, à écouter, à scruter, à observer, à contempler. Mon propos, à propos du lire l'œuvre littéraire, s'étend de fait à toutes ces dimensions qui ressortissent, comme on le constate, à l'ensemble de ce que l'on peut appeler art, et duquel je n'exclus pas, bien entendu, la philosophie. Mais je m'en tiens pour le moment, même s'il faut que je précise, quand je dis lecture, je ne parle pas de la lecture en tant que déchiffrage, en tant que décodage, en tant que critique. Je parle de la lecture en tant qu'activité de divertissement. Parce que la lecture en tant que critique, en tant que déchiffrage, en tant qu'herméneutique, se place du côté de la science. Je ne me mets pas à ce niveau-là. Je ne veux même pas entrer dans ce niveau. Je veux rester dans le sens de la lecture en tant qu'activité de divertissement. Donc, je dirais qu'entre le livre, entre ce livre-là et son lecteur, et ce lecteur-là, il n'y a aucun lien d'obligation à la base qui serait de l'ordre de la contrainte. Le lecteur n'est pas en effet obligé de lire. Rien ne l'obligeant, on peut simplement et seulement l'inviter à lire. Ce serait de gré, de bon gré. Ou alors, ce qui est généralement le cas, c'est le lecteur lui-même qui s'invite à lire le livre, de son propre gré aussi, bien sûr. Et s'il est tenu uniquement par sa libre volonté, c'est-à-dire selon son envie et son bon vouloir, le lecteur virtuel, parce qu'il n'a pas encore lu, il est virtuel, il est potentiellement en activité de lecture, ce lecteur virtuel décide de passer à l'acte de lecture. Et dès lors, il devient lecteur. Il devient un lecteur actuel, actualisé, un lecteur manifeste, comme on entend dans les modalités sémiotiques. N'oublions pas que parfois, ce lecteur possède déjà ce livre dans sa bibliothèque. Le livre est à portée de lui. Mais des fois, il ne lit pas. Mais à un moment, il peut choisir de vouloir le lire. Et s'il se décide à le lire, il se met dans les dispositions pour passer à l'acte. Sinon, il fera autre chose. Parfois, il doit acheter le livre. Donc, d'autres fois, le livre n'est pas là, il doit l'acheter. Ou bien se le faire prêter. Parce qu'il ne l'a pas en sa possession, il devra donc l'acheter ou se le faire prêter. Et dans ces cas-là, ses motivations sont diverses. Dans certains cas, c'est parce que la dite œuvre
lui plaît, il en a entendu parler en bien. D'autres fois, c'est peut-être à l'effet d'un choc visuel. Il a regardé dans une bibliothèque, dans une librairie, il a vu le livre avec ses yeux et il a été aguiché par son titre. Ce titre peut peut-être renvoyer dans son imaginaire à lui, peut rencontrer son propre désir. Et c'est cette rencontre de désir qui fait qu'il achète le livre et qu'il décidera de le lire. D'autres fois, c'est l'atmosphère elle-même. Il est dans une librairie, il y a une atmosphère. Une atmosphère qui s'en dégage. Par la couleur des livres. Des fois aussi par l'odeur. Vous savez, les librairies ont une odeur. Les livres ont une odeur. On entre dans une librairie et on voit certains lecteurs qui fouinent comme des chiens. Ils reniflent. Ils chantent comme le chien cherche le bon morceau à manger. Il sent le livre qu'il va acheter. Il renifle les livres et cette odeur l'attire. Il achète donc le livre. Et il va le lire. Donc il y a une forme d'appétit qui l'aguiche. Des fois, c'est simplement un attrait sensible de l'ordre du visuel que la page de couverture lui déclenche en lui. Il y a le format du livre, la consonance même du titre, donc de l'ordre du son. Tout cela appelle au travail son appareil cognitif qui se met en marche et lui dit « achète ce livre, va le lire ». Donc, je dirais qu'entre le livre et son lecteur, il y a une communauté d'intérêts qu'on peut supposer de fait. L'une, l'écriture, servant à l'autre, la lecture, le lecteur ou la lecture, puisqu'elle permet à ce dernier, par son offre de contenus divers et variés, de recevoir quelque chose qui satisfait ce dernier. Quelque chose de quelque ordre que ce soit, pour enrichir sa culture, pour y rencontrer une altérité qu'il ne connaît pas, qui veut découvrir, qui cherche à découvrir. Le Clésio disait que les livres sont nos biens les plus précieux. Il ne s'agira pas ici du métal précieux qu'est l'or, mais c'est du livre qui est cet objet le plus précieux. Les livres ne sont pas seulement des témoignages du passé, ils sont aussi des vaisseaux d'exploration qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En tout cas, c'est une façon de concevoir les apports du livre. Mais d'un autre abord, pas simplement parce que je veux faire de la symétrie byzantine, je dirais également que celui que j'appelle ici l'autre, le lecteur donc, permet à celle que j'appelle ici l'une, l'écriture donc, de pourvoir à une certaine rentabilité économique que l'édition et l'auteur en attendent ou en espèrent du moins. Ce serait, à raison de le dire, c'est du gagnant-gagnant. Entre les deux, le livre et son lecteur, il y a aussi une communauté d'intentions qu'on pourrait supposer de nature, faisant de l'écriture une lecture et de la lecture une écriture. Une fois que j'ai mis tout ça, c'est pour bien comprendre maintenant pourquoi j'invite les gens à lire et comment il faut lire. Mais avant de se dire cela, regardons, observons le contexte. Quel est le contexte véritable? Est-ce qu'on me donne, à moi, l'onction de lire pour le plaisir, de lire seulement pour le divertissement? C'est la question que je me pose à la base et qui constitue le premier temps de ce travail. Dans le monde actuel, je réponds non déjà. On ne me donne pas cette onction. On ne donne pas au lecteur, on laisse le lecteur de livres scientifiques lire parce que là, il y a un savoir qu'on l'oblige à connaître. Mais le lecteur qui veut se divertir, on trouve qu'il perd son temps. Dans le monde actuel, il est vrai que si l'on reconnaît encore que la littérature exerce un pouvoir, une fascination, on sait également qu'elle n'a rien empêché, ni les injustices, ni les guerres, ni les dépressions. La littérature les accompagne, les dénonce, mais les subit et même parfois les instrumentalise, comme l'a dit le philosophe Gramsci. Nos amis et frères du Liban qui sont ici savent très bien aujourd'hui que Amin Malouf, qui est un très grand écrivain d'origine libanaise, est quelqu'un de considérable à l'Académie française, mais tout ce qu'il dit n'est pas écouté. La guerre sévit au Liban. Et comment? Oscar Wilde, qui lui-même est écrivain et romancier en plus de surcroît, il a lui-même ajouté dans son livre, dans son portrait qu'il a fait publier en 1890, il disait
la littérature est parfaitement inutile. Puisque la littérature est composée, c'est pourquoi j'ai commencé ainsi, puisque la littérature est composée d'écriture et de lecture, si écrire ne sert plus à rien, à quoi servirait-il donc de lire? Doit-on encore lire? Pourquoi devrait-on encore lire? Je répondrai à cette question tout à l'heure, mais pour l'instant, il me faut présenter le contexte d'ensemble hostile dans lequel nous baignons et où la littérature, les arts et les humanités en général sont mal considérés. Ce que l'on observe, en effet, de l'état de nos sociétés actuelles, ayant rompu avec leur structure traditionnelle, c'est qu'elles sont désormais et de plus en plus sous l'hégémonie outrancière du règne du patriarcat, le régime du patriarcat, qui a été hérité d'une certaine manière de la culture occidentale. Or, dans celle-ci, l'accent, je cite, l'accent est mis fortement sur le cerveau gauche analytique, un hémisphère qui correspond au côté droit du corps. La majorité d'entre nous écrivent avec la main droite, stimulant ainsi l'hémisphère gauche. Dans la culture occidentale, l'hémisphère gauche est constamment activé aux dépens de l'hémisphère droit. Et c'est de ça que nous avons hérité. Si bien que dans ce contexte de polarité, avantageusement masculin, je ne suis pas bien placé pour le dire, donc dans ce contexte de polarité avantageusement masculin, tout ce qui ressortit à l'hémisphère droit du cerveau est plutôt dévalorisé, jugé féminin et donc de peu de valeur. En réalité, la différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit se reflète dans la différence entre l'abstrait et l'organique, l'égoïsme et le social, l'ordre hiérarchique et la coopération égalitaire, le clair et l'obscur, la connaissance et la croyance, le linéaire et le cyclique, l'intelligence et la sensibilité. L'école, qui est notre outil d'éducation et de fabrication, de formatage de ce que nous sommes, en tant qu'individu, d'un certain point de vue, a elle aussi pris en compte cette dimension, cette façon, cette perspective d'éduquer. Les produits que nous sommes, qui viennent de l'école, sont tous des sujets dominés par le cerveau gauche. Ils n'accordent que peu de place et par conséquent, peu de budget à ces sciences qu'on appelle les sciences molles. On leur prête la qualification science quand même. Celles qui ne sont pas, selon eux, utiles. Ils accordent peu de bourses aux étudiants de ces domaines. Tous les domaines qui ont été évacués justement par le président Trump, Donald Trump aux États-Unis, sont des domaines exclusifs qui relèvent de la sphère du cerveau droit. Il a interdit toutes ces thématiques dans les universités. C'est tout dire, c'est dire la puissance du patriarcat dominant qui ne veut laisser aucune place dans le système éducatif et de la recherche à ce qui touche à l'organique, au social, à la coopération égalitaire, à l'obscur, à la croyance, au cyclique. Or, quel est l'objet des sciences dites dures, qui sont l'apanage et le résultat de ce cerveau gauche? Elle nous propose quoi? La domination par une espèce de modélisation universalisante. La modélisation mathématique, modélisation physique, modélisation chimique, biologique, etc. Ces modélisations tendent en fait à se propager dans toutes les disciplines qui ne s'intéressent pas et qui ne s'intéressent qu'à la matière et dans lesquelles on voit bien peu l'homme que nous sommes. Nous sommes des humains. Les humanités elles-mêmes aussi ont fini par tomber dans le jeu. Elles sont en train de devenir des sciences. La linguistique est scientifique. Elle se base sur le structuralisme. La littérature elle-même, la critique littéraire, l'ethnologie, toutes ces disciplines-là sont aussi en train de devenir des sciences. Elles se mathématisent. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir exister, pour pouvoir aussi avoir des budgets, pour pouvoir se faire entendre. Voilà à quoi donc nous sommes réduits comme des rébus de notre être véritable, qui n'est finalement jamais pris en compte. À la place de notre être essentiel, nous qui sommes des homo sapiens,
On nous propose désormais, bientôt, une nouvelle offre de substitution qu'on appelle l'homo deus, l'homme-dieu, qui viendra de l'intelligence artificielle. On ira donc vers le robot. Alors, on nous dira que la littérature, la philosophie, la sociologie, etc., c'est pour les femmes. On nous dira ça. Les sciences dites dures occupent donc le devant de la scène. Elles sont réservées aux masculins, aux hommes. Ce sont les sciences dures. On n'a jamais vu pourtant quelqu'un résoudre une équation mathématique en bandant les muscles. Mais on nous dit quand même que ce sont les sciences dures. Et quand le Clésio était allé pour ses conférences sur la littérature à Nankin, sur la littérature, il n'a trouvé dans la salle que des étudiants en astrophysique. Parce qu'on n'enseigne plus la littérature dans cette université. Pratiquement pas. En un tel contexte, si moi je décide de lire une œuvre littéraire pour mon plaisir, de voir un film au cinéma ou à la télévision pour mon plaisir, de participer à une exposition de peinture, de visiter un musée d'art, j'apparaîtrai incontestablement comme une personne de divertissement qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas dans le pragma, qui n'est pas dans la société. Mais si je décide quand même d'assumer mon être dans sa totalité, j'active ainsi mon côté droit du cerveau. Je constate rapidement, en effet, que ma lutte, malheureusement, ma lutte est inégale. Je cherche à lutter, mais c'est une lutte du petit contre beaucoup plus grand, qui englobe davantage. Et c'est une lutte qui ne peut pas être gagnée. C'est une lutte insensée, une lutte entre deux parties de notre humanité. Dans ce contexte polarisé, que faire? Puisqu'on ne me donne pas l'onction de lire, je dois me décider moi-même à lire, à me donner cette onction. J'exprime ainsi ma liberté, mon individualité, mon moi, ma personnalité. C'est l'objet du volet qui va achever mon propos. Car quelles sont les grandes questions pour chacun d'entre nous? Les questions essentielles. La question essentielle, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que la mort? On nous dit que nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. On ne me parle que du corps. Rien ne parle de l'âme ni de l'esprit. Pourtant, ce sont des préoccupations pour moi. Alors, le maître mot est donc de ne pas se résigner, de s'engager pour le combat en faveur de soi-même, de lire pour soi-même, pour se découvrir et entreprendre de comprendre la totalité de mon être, côté gauche, côté droit. Mon intention est ici de démontrer combien l'acte de lecture ou de regarder, comme au cinéma, d'écouter un morceau de musique, de regarder un tableau de peinture, de toucher un tableau, etc. Tout ça, c'est un acte de résistance. Les écrivains engagés disent résister aux problèmes de la société, en face de ces problèmes. Ils cherchent à les résoudre. Le lecteur ne va pas résister aux mêmes choses. Pour le lecteur, la résistance, ce sera une résistance par rapport à lui-même, à se reconnaître et à se développer dans ce qu'il comprend par rapport à soi-même. Et si vous avez bien entendu les mots que j'ai utilisés, vous avez vu que ce sont tous ces verbes de perception dont j'ai parlé, ce sont des verbes de perception volontaires. J'ai dit regarder, je n'ai pas dit voir. J'ai dit écouter, je n'ai pas dit entendre. Il y a ici une intention, il y a une agentivité forte. Je cherche à faire. Et même quand je touche, c'est au sens de tâter. Et non pas d'être touché. Donc j'agis, je suis en position d'explorateur. À partir de là, je vais commencer ma lecture. Et je vous demande de prêter attention au procès en lui-même. Il est très opératif, ce n'est pas de la spéculation, c'est opératif. Je vais commencer à lire. Je me décide de lire. Ça commence par quoi? D'abord par le choix de par mon choix de livre. Une fois que j'ai choisi, ma première attitude, au-delà de cette volonté, c'est de m'installer. M'installer confortablement. Ça peut être sur une chaise. Je peux être assis au salon, dans mon bureau, ou bien dans le jardin, ou bien dans une bibliothèque, etc. Je m'assois, je m'installe. Ou bien je suis couché dans mon lit. Je m'installe. Et une fois que je suis installé, c'est vraiment un moment capital et décisif. Je m'installe comme je veux, bien sûr. Et
le moment le plus important, maintenant que je me suis installé, le livre en main, il me faut entrer dans le livre. C'est le moment clé. Je dois entrer dans le livre. Entrer au sens le plus physique du terme. Et d'ailleurs, je reviens à Nicolas Abraham et son épouse Maria, qui écrivait dans L'écorce et le noyau, que la coutume veut considérer un livre comme une maison, lieu d'habitation d'idées, d'histoire d'idées. Elle sous-entend un lecteur invité, qui demande à être encouragé par l'invitant à franchir le seuil pour pouvoir évoluer sans gêne dans un espace nouveau et qui peut lui devenir familier. Donc, je tape à la porte du livre, on m'ouvre la porte et j'entre dans le livre. Et le fait d'entrer dans ce livre, ça veut dire qu'en même temps, si j'entre dans le livre, je sors de mon monde à moi. C'est simultané. Pendant que j'entre, je sors. Je sors de quel monde? Je sors de ce monde hostile qui, lui, ne consistait que dans le côté gauche du cerveau, qui m'avait dit, qui me parlait d'autre chose que de moi-même. Donc j'entre dans le livre et je sors de ce monde. Un instant, c'est momentané, je rentre dedans, c'est pour une durée. Je vais rentrer dans cette maison du livre et je suis à l'intérieur. Ce monde nouveau est une altérité géographique immatérielle, c'est vrai. C'est un monde composé de mots, derrière lesquels se dévoilent des êtres, des lieux, des processus, des objets, tout ce qu'on veut. Ce sont des objets autres que ceux de la réalité physique sensible et dont la présence immatérielle semble projeter une réalité hallucinatoire. On verse dans l'hallucination, le fantasme, dans la fiction, autre chose que le monde sensible. Ce monde-là correspond à la profondeur que nous offre et les possibilités de profondeur que nous offre l'hémisphère droit de notre cerveau. Là, j'entends des voix. Et moi-même, je suis une voix. Parce que lire, c'est parler. Certes, personne ne m'entend, mais je parle. Je suis la voix. Et cette voix que je prononce là, ce que je suis en fait, est une forme de jouissance. Parce que parler, c'est oral. On l'entend, c'est un sens. Jouissance, avec jouissance, jouit, J', le verbe ouïr, par les sens. Jouissance. Donc j'entends par le sens là, je suis une voix, moi-même, je suis jouissance. Donc ce lecteur est une voix qui parle dans le silence, mais qui touche à l'esprit. On a l'impression ici de revivre, par exemple, avec Madame Teste, qui écrivait à son mari, l'abbé Teste. Elle parle d'une voix communicante. Lorsqu'elle devait lire devant lui l'oraison, la dernière oraison, elle dit, il y a dans son langage, je ne sais quelle puissance de faire voir et entendre ce que l'on a de plus caché. On dirait qu'il a froidement exploré l'âme fervente. En fait, on observe que l'entrée dans ce nouveau monde lui révèle, au-delà de son corps physique, qu'il reconnaît parce que c'est de la matière, ses autres corps, les autres corps de l'homme, le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique, auquel les enseignements qu'on nous donne à l'université ne renvoient jamais. Tous ces corps-là sont ignorés. Or, ils sont partis de moi. Comment je peux m'explorer en tant que totalité? Comment je peux devenir totalité si je ne connais qu'un aspect de moi, qui plus est la partie la moins importante finalement? Parce que c'est celle qui sera appelée à disparaître. Et là, nous entrons dans ce monde-là, on découvre par la puissance du rêve, de l'imagination, de l'imaginaire, de l'émotion. On a tous, parfois, chacun pleuré devant une situation de livre ou de film. Notre corps émotionnel agit et on voit à quel degré d'émotion nous sommes constitués. Avec tout ça, on voit notre capacité d'empathie, notre capacité d'amour, notre capacité de jouissance pure, de pureté. On découvre ainsi les liens réels entre l'humain et l'inhumain. On découvre nos rapports avec l'univers, avec la nature. Bref, d'un mot, le lecteur découvre la beauté. Beauté avec grand B.
comme on dit la beauté par rapport à la petite beauté petit b, comme on dit la parole grand P par rapport à la parole petit p, la beauté, c'est-à-dire l'idéal. Nous ne sommes pas plus simplement une simple chair qu'on a jetée dans le monde, nous sommes une partie du monde. Nous faisons corps avec le monde, avec l'univers. C'est dans le livre qu'on découvre ça, par notre émotion, par notre imagination, par imaginaire, parce que la fiction nous permet de vivre, parce que le livre est d'abord poésie, il n'y a pas de littérature sans poésie. Or, la poésie dégage cette beauté avec B majuscule. Je ne parle pas d'esthétique, mais je parle d'idéal. Et tout ça, c'est pourquoi c'est possible. C'est parce qu'on se trouve désormais, dès lors qu'on est là, on se trouve dans une espèce de pause. On ne lit pas sans pause. Quand on lit, c'est qu'on est sorti du monde et on a marqué une pause. On est dans une pause extatique qui nous permet de contempler, de rêver, de s'arrêter, de méditer. Du fait que lire une œuvre littéraire correspond donc à notre pause, tout comme c'est le cas avec un beau morceau de musique, un beau film de cinéma, etc. En fait, tout cela peut être expliqué, et c'est la conjonction des cerveaux, par le cerveau gauche, même notre cerveau gauche qui nous explique comment ça fonctionne. Parce que là, nous sommes régis par ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Il y a plusieurs ondes cérébrales. Mais lorsqu'on est en train de faire la lecture, on se trouve, je dépasse les ondes cérébrales dites alpha. Je parlerai plutôt des ondes cérébrales, oui, alpha quand même, pourquoi pas. Oui, alpha. Je vais commencer par les alphas. Parce que c'est là qu'on observe qu'une personne qui est en train de lire entre dans un état de conscience apaisé. Elle se met en contact avec l'intuition et la créativité. Elle accède à ce que Jung nomme l'inconscient personnel. Elle produit des ondes cérébrales de 7 à 14 Hz. Les ondes cérébrales, merci. Mais il y a aussi les ondes cérébrales θ, qui correspondent à une phase de conscience dans laquelle on produit des ondes cérébrales de 4 à 7 Hz. Nous pénétrons alors dans la bande que Jung nomme l'inconscient collectif. C'est l'état qu'une personne atteint pendant une profonde méditation, dans lequel elle accède à la réalité non physique et entre en contact avec son savoir intérieur. Les hémisphères cérébraux se croisent alors. Il y a d'autres zones, je n'en parlerai pas. Je conclurai simplement avec Van der Meer que certains états cérébraux aident à se relier à des informations que l'on ne peut pas obtenir par les 5 sens. Descendre dans la sombre profondeur de l'hémisphère droit permet d'accéder au monde plus limpide et lumineux de la conscience unifiée. C'est pourquoi il y a chez Jung, merci beaucoup, aussi un point lumineux dans le noyau noir du soi. Au bout du tunnel brille la lumière. J'achève mon propos sur cela en entendant bien sûr que lire un livre littéraire, tout comme une œuvre d'art, regarder un film, nous rend forcément meilleurs. Parce que cela nous permet de mieux connaître notre potentiel d'amour, notre potentiel d'harmonie, de quête d'harmonie, notre potentiel de quête de beauté, la beauté du cœur, mais aussi et surtout la beauté dont Salomon disait que c'est une couronne pour la tête du sage. La beauté qui veut dire idéal. Il n'y a pas de littérature sans poésie. Le chant du monde est distillé par un chant poétique contenu dans les mots des textes littéraires. C'est parce que, grâce à la littérature, surgit un lieu de monde possible qui nous ramène au simple, au primordial, à la nature et auquel on a ainsi accès. L'être humain, par définition, est un produit de la nature. Son langage est naturel. Et les rêves et les aspirations qu'exprime ce langage sont naturels. Il n'y a donc fondamentalement aucune différence entre l'homme et le monde naturel, et la littérature est l'un des liens réels entre l'humain et l'inhumain, c'est-à-dire entre l'organisation logique et tribale de l'homme et la totalité du monde. J'espère que les jeunes gens qui nous ont écoutés vont désormais lire pour devenir meilleurs, plus pacifiques, plus social,
de sorte que demain, le monde de demain ne soit plus un monde de guerre. Je vous remercie. Honorable personnalité, je voudrais prendre à mon compte le protocole tel que déroulé par mes dévanciers et signaler ma situation du cousin Samba dans l'aventure ambiguë. Notre jury est constitué de 5 personnalités qui, pour diverses raisons, sont absentes, à l'exception de moi. Donc, je suis venu avec une grande enveloppe que je vais ouvrir et livrer la quintessence de ce que nous avons décidé ensemble. Le jury donc est constitué du professeur Nyalega, membre de l'ASCAD, poète, poéticien, du docteur maître de conférence Takore Augustine Kwame, grammairienne et linguiste de l'université Alassane Ouattara, de M. Kofi Kofi, acteur culturel bien connu, qui est empêché parce qu'il est en train d'animer une émission dans le cadre du SILA actuellement, et de M. Fallé Nessemon, écrivain, prix Dadier, jeune écrivain de 2025, prix Voix d'Afrique 2024. Pour l'ensemble donc du prix jeune écrivain et pour le prix spécial, le jury a reçu 42 textes. 42 textes qui se répartissent de la façon suivante: 17 textes pour le premier prix et 25 pour le suivant. Alors, nous avons reçu des textes qui vont du biographique à des textes poétiques, à des recueils de nouvelles, et le genre majeur, faut-il le dire, est le roman. Nous avons observé avec plaisir une percée importante d'écrivaines et une panoplie de thématiques qui nous permettent d'espérer en des lendemains meilleurs pour notre littérature. Le jury adresse ses félicitations à l'ensemble des personnalités qui ont soumis leurs textes et les encourage à persévérer. Comme je l'ai dit, je suis dans la situation de l'aventure ambiguë. J'aurais dû commencer par des remerciements à l'endroit de Madame le ministre et de Monsieur le directeur du livre. Merci d'avoir fait confiance à cette équipe. Pour le prix Bernard Dadier du jeune écrivain, le jury, à l'unanimité, a porté son choix sur un texte puissant et exigeant, aux allures kafkaïennes. Un texte qui se bâtit autour de la folie et du tourbillon d'un espace clos où certaines thématiques de la littérature contemporaine émergent et sont convoquées. Entre autres, le retour du colonial, les conséquences traumatiques de la guerre, mais également le malaise de nos sociétés face aux grandes firmes qui polluent nos espaces. Le jury a particulièrement apprécié ce texte pour la maîtrise de l'écriture avec une narration bien menée et un souffle poétique affirmé. Donc, unanimement, le premier prix ou le prix Dadier 2026 du jeune écrivain est allé au texte Les mots de Kong de M. Sobouré Dali, les éditions Continent. Avec nos félicitations. Les mots de Kong. Des libérations nous ont fait tomber sur des fins auxquelles on ne s'attendait pas du tout, avec des titres comme Imbroglio. Et dans le profilage qui a été fait de 8 textes à 4 textes, 2 textes se sont imposés au final. Et l'une a
nécessitait que nous fassions une mention spéciale. La mention spéciale a été accordée à un texte, à un roman de paroles à deux voix, une écriture du divin qui mêle une tension dramatique excellente pour progressivement nous proposer une écriture du dévoilement qui force l'évocation. Ce texte, nous le recommandons, il donne envie de lire et de comprendre. C'est un texte de l'amour presque impossible. Alors pour le Grand Prix Bernard Dadier 2025, le choix du jury a été un choix unanime. Nous avons eu le coup de cœur pour une œuvre qui repose sur une source documentaire historique féconde, sans que le texte ne soit pour autant une œuvre historique. La trame transatlantique de ce texte permet d'embrasser des problèmes très contemporains, à l'image de la situation des Noirs américains aux États-Unis et au Brésil. Mais aussi, ce beau texte nous permet de nous plonger dans les mythes, dans les légendes et dans la vie des hommes qui unissent si heureusement les Amériques et l'Afrique, et singulièrement la Côte d'Ivoire, depuis l'époque de l'arrivée des Portugais sur nos côtes, depuis l'arrivée des Portugais sur nos côtes jusqu'à aujourd'hui. C'est un excellent texte qui offre un récit mémoriel avec un souffle vivant, un souffle suivant, un souffle épique proche de la verve de nos griots. À l'unanimité, le jury a décerné le Grand Prix Bernard Dadier 2026 à Sœurs esclaves de Maurice Bandama, Sœurs esclaves de Maurice Bandama, publié aux éditions Présence africaine et éditions Eburni. Je commence ma vie bercée par des repris de justice. Quand pourrais-je courir sans crainte d'être poursuivi? Car c'est ma mère la prisonnière, pas moi. C'est ma mère la fautive, pas moi. C'est ma mère la criminelle, pas moi. C'est ma mère la coupable, pas moi. C'est ma mère la prisonnière, pas moi. C'est ma mère la fautive, pas moi. C'est ma mère la criminelle, pas moi. C'est ma mère la coupable, pas moi. Enfance malmenée, enfance perturbée. Aujourd'hui, je vis et je voyage dans un avion de papier, celui qui me permet de m'évader. Je floute les barreaux de cette prison et je fais la rencontre d'une idylle merveilleuse, celle de la lecture. Et pour moi, c'est le meilleur voyage, celui que chacun de nous doit vivre avant la fin.